Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu que je vous ai ramené Victoria qui voulait pas venir. Elle faisait la malade. Je l'ai battue comme plâtre. Il m'a attrapé par la peau du cou et hop, allons-y. Par la peau du cou. Comme les petits chats. Voilà. Ce soir, une surprise agréable. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Il faut que vous parliez plus près dans le... Bonsoir monsieur, qui suis-je? Voilà, qui suis-je? Qu'est-ce? Alors si vous avez 30 secondes pour deviner, pendant ce temps-là je vous donne la suite du programme. On va commencer avec Bernard Jacquelin, une série d'émissions, une série pas d'émissions complètes, mais de parties d'émissions sur les Gaulois. Parce que la première fois que vous étiez passé, Bernard Jacquelin, ça avait beaucoup intéressé, et on a eu donc l'idée de faire une espèce de panorama de l'histoire des Gaulois. De nos ancêtres les Gaulois. De nos ancêtres les Gaulois, oui, enfin encore que dans mon cas, c'est... Dans votre cas, et alors j'ai des Bretons, des Alsaciens, des Bourguignons, des Russes, des Polonais et des Hongrois. Il y a du Gaulois. Oui. D'après vous, il y a du Gaulois. Alors ça, donc mes ancêtres les Gaulois. Ce soir, nous parlerons de leur vie quotidienne et familiale et de leur vie économique ou artisanale, ce qui est un petit peu la même chose. Dans un mois, nous parlerons de la vie militaire, politique et royale. Un mois plus tard, si Dieu nous prête vie, tout ça, parce qu'autrement, évidemment, ça sera différent, de la vie culturelle, religieuse et spirituelle. Et la dernière émission sera consacrée à un sujet qui a déjà été traité, mais qui reste toujours intéressant, surtout du point de vue de Bernard Jacquelin, c'est l'origine de Paris et de la fleur de lys. Voilà. Vous n'avez toujours pas deviné? Est-ce que vous pouvez leur donner un détail qui leur permettrait de... Ceux qui devinent peuvent gagner un paquet de couches culottes. Faudra nous dire pourquoi. Parce que ça coûte très cher les paquets de couches culottes. C'est vrai, oui. Alors, Catherine Maigret, je suis content de vous recevoir à ce micro. C'est pas tout à fait la première fois, mais peu s'en faut. Je suis novice, vous savez. En ce qui concerne les médias, j'ai pas l'habitude. Et pourtant, vous êtes très souvent invité. Non, je suis pas souvent invité. Non. Sauf quand je monte sur une charrette en robe de bure, là, effectivement, on pense à moi. Mais sinon... J'allais dire que ce soir, vous n'étiez pas en robe de bure, mais avec la corde au cou, mais avec un petit, comment appelle-t-on ça, un sweat? Non, pas un sweat, Moi, j'appelle ça un pull vert. Non, mais il y a un nom plus joli. Un col roulé. Un col cheminé. Un col cheminé, voilà. Avec un petit rang de perles très élégant, très chic. Oui, c'est la corde au cou, c'est joli. Alors, racontez aux auditeurs qui n'auraient pas la télévision, il y en a beaucoup, j'espère, et qui n'iraient pas les journaux, ce qui s'est passé exactement. Ce qui s'est passé, c'est que... là, je parle de l'autre jour, quand vous êtes arrivé au tribunal. Après, on rentrera dans l'affaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nous avons gagné cette mairie de Vitrolles, il y a beaucoup de personnes dans la classe politicienne qui ne l'admettent pas. Le combat ne pouvant pas se faire dans les urnes, il se fait maintenant par le biais des tribunaux. C'est-à-dire que nous sommes sans arrêt harcelés pour un oui, pour un non, pour essayer finalement, le but étant d'essayer de me rendre inéligible. Ce qui permettrait d'affaiblir mon époux Bruno Maigret et son parti. Mais lui, il est éligible maintenant. Oui, alors c'est ce que les Vitrolais me disent en riant. Oh, de toute façon, si c'est pas vous, ce sera lui. Alors donc, là vous étiez poursuivi, vous êtes, on dira pourquoi après, vous êtes présenté au tribunal en robe de bure et la corde au cou. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous été accueilli? En fait, nous avons monté cette farce parce que nous voulions démontrer que ce procès était complètement stupide, grotesque, et nous voulions pas justement arriver en victime, en prévenu. Nous voulions arriver en fanfare, et c'était un pied de nez à la justice. Enfin, à la justice. À l'injustice, je dirais. Oui, à cette justice-là. Alors, comment ont réagi les chafourés? Ils étaient furieux, bien entendu. Oh, bien sûr. Ils étaient furieux parce que c'est vrai que... Ils sont parfaitement convaincus qu'ils méritent le respect. Qu'ils méritent, pardon? Le respect. Oui, m'ont suffisamment reproché de ne pas les respecter. Vous avez été très insolente. J'ai été insolente parce que je n'étais absolument pas respectée en face. On m'a traité vraiment plus bas que terre et on a attaqué directement ma dignité humaine. Il s'est passé quand même un événement que je trouve considérable au cours de ce procès qui a été passé sous silence par les médias.
je parle de l'événement considérable, c'est que, aussi bien vous que Bruno Maigret que Jean-Yves Le Gallou, vous avez introduit, comme dirait Chabannis, une stratégie de rupture, en disant, cette justice-là, cette mascarade, ce bidonnage, cette espèce de farce, nous ne l'acceptons pas. Alors vous avez pris le contre-pied de la farce. Bruno Maigret a pris le tribunal à partie de la salle, ce qui est quand même assez rare, hein, de la part d'un homme politique. Et Le Gallou a fait la même chose quelques minutes plus tard. Ils ont été expulsés d'ailleurs de la salle. Enfin, ils n'ont pas pu expulser Bruno, qui est sorti, je crois, de son propre chef. Ils l'ont expulsé, oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était pas du tout, on n'était pas dans un cas classique de tribunal, puisque dès notre arrivée, le procureur, le président et tout ce tribunal se sont comportés comme des adversaires politiques. Ils n'avaient pas la casquette de gens de tribunaux et ils n'ont pas gardé suffisamment d'objectivité, donc tout de suite a régné un climat de haine, de tension, et ça c'est parti. Donc nous n'avons pas pu nous comporter, moi j'ai pas pu me comporter comme une prévenue, non. Je me serais comportée comme une prévenue si j'avais eu en face de moi des gens qui jouaient le jeu et qui me respectaient. Je voudrais vous poser une question personnelle. Quand vous vous observez maintenant, et que vous observez ce que vous étiez il y a une dizaine d'années, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, j'ai une amie qui m'a dit « Vraiment, tu es Cathy la provoque ». Et c'était déjà comme ça quand vous étiez jeune fille? Dès l'âge de 3 ans. Ah, d'accord. Je ne supportais pas l'injustice et je ne supportais pas d'être dans le rang, de marcher avec les moutons. Ça ne m'intéressait pas. C'est vrai que j'étais prédisposée quelque part. C'est drôle parce que quand on vous voit, on a l'impression d'une jeune femme bien sage qui vient après une jeune fille bien respectueuse, une petite fille qui probablement devait avoir des nattes et jouer au cerceau. Et bon, alors on imagine tout ça, c'est vrai, vous n'avez pas du tout l'air d'une dure en avant. Et moi je dois dire que j'ai été étonné de voir à quel point vous aviez, avec Fayard, pris en quelque sorte la justice par les cornes, on va dire, hein. On va dire par les cornes, hein, ça sera mieux, oui. Donc par les cornes, pour montrer ce qu'en vaut l'aune. Mais maintenant, quel est votre abominable crime? Vous pouvez l'avouer là au micro. Ah oui, l'abominable crime. Eh bien, je suis poursuivie pour avoir voulu octroyer une prime de naissance de 5 000 francs pour les enfants français et européens de ma commune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas eu le temps de mettre à exécution cet octroi de prime, puisque le tribunal administratif nous l'a interdit, et je suis poursuivie. Mais pardon, vous avez dit les enfants français et européens de votre commune, mais sauf erreur de ma part, c'est pour la naissance d'un enfant. Oui, c'est ça. Donc, avec le jus solis, le droit du sol, tout enfant qui naît sur le territoire français est français. Oui, mais bon, si vous voulez... C'était avant cette disposition, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu compte de cette disposition-là dans le procès qui vous a instanté, parce qu'il n'y a pas de motif à procès, en réalité, ça revenait à redire que tous les enfants nés dans la commune avaient droit à la prime. Oui, mais ils auraient voulu que l'on étende ça justement aux enfants de passage. Exactement, ouais. Et aux clandestins, pourquoi pas. Ah, c'est ça le problème, c'est ça. Et l'injustice est tellement flagrante quand on a vu par exemple la façon dont la presse a traité le problème. D'abord, je pense que tout le monde a constaté que les avocats de notre parti n'ont pas été interviewés à la télévision. On a vu que les avocats de la partie civile. Bien entendu, la presse n'a pas relaté le comportement du tribunal, elle s'en est bien gardée, et elle n'a même pas parlé des 2 témoins qui ont eu la gentillesse et le courage de venir témoigner à notre procès. Il s'agit de monsieur Depré, ancien maire de Courbevoie, oui. Qui a lui-même, en 1985, avec tout son conseil municipal à l'unanimité, voté cette mesure et qui l'a appliquée pendant des années. Il s'est juste un petit peu fait remonter les bretelles par le tribunal administratif parce qu'il n'avait pas inclus les enfants européens, les naissances européennes. Et le comble de l'ironie, c'est que M. Depré nous a raconté à la barre que M. Gobert, actuellement président de la LICRA, représentant une des parties civiles qui m'attaquait pour cette prime de naissance, avait voté
quand il était conseiller municipal, à l'époque, en 1985, quand il était conseiller municipal de Courbevoie. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où va la supercherie et le grotesque de cette affaire. En plus, vous êtes poursuivi pour quelque chose qui ne s'est pas produit, parce que bon, ça, je crois que la prime a été versée une fois, qu'elle a été restituée par les bénéficiaires. J'ai entendu d'ailleurs, je crois que c'est sur Europe 1 ou France Inter, que la pauvre femme qui avait touché cette prime pendant quelques jours, elle faisait une dépression. Alors d'ici que vous soyez condamné à faire repentance et à verser des indemnités pour préjudice à cette pauvre femme. Exactement. Je suis poursuivi pour quelque chose que je n'ai pas donné. Par contre, plusieurs maires de communes ont pendant des années donné cette prime de naissance et n'ont jamais été poursuivis. Secondo, vous citez le cas de cette femme. Effectivement, le juge a eu le toupet de me dire: mais Madame Maigret, vous avez détruit cette famille. Ils sont faciles à détruire, ils sont pas très... Monsieur le juge, je crois que vous n'avez pas bien compris. Ce sont les médias et le harcèlement socialo-communiste qui ont détruit cette femme. Parce que cette femme, effectivement, est obligée de déménager, mais il faut voir les pressions qu'elle a subies de par nos adversaires et de par les médias. Ces gens-là sont vraiment des ordures. Hein, on se demande même si on ne l'a pas un petit peu aidé pour restituer les... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai rien avancé. Je pense qu'on a dû la terroriser. On voit très bien. Ils l'ont menacé. Certaines propositions. Ah, ça, c'est autre chose. Ça reste une éventualité. Pour 7 000 francs que vous rendez, on vous en donne 10 000 de plus par derrière. Ça, évidemment, on comprend qu'elle a accepté, la pauvre femme. On peut tout imaginer. Tout est possible. C'est vrai. Alors, maintenant, c'est en délibéré, tout ça. Qu'est-ce qui est requis contre vous? Le maximum. Ça, on s'en doutait. 2 ans d'inéligibilité, 100 000 francs d'amende et 6 mois de prison avec sursis. Ah, sursis quand même? Oui, sursis quand même, parce que je crois qu'ils n'oseront jamais me mettre en prison. Ils feraient de moi une victime, et ça les ennuie beaucoup. Ils ne veulent pas faire de moi une victime. Et vous pensez que le tribunal suivra les réquisitions? D'après l'ambiance, ça paraît probable. Quand il s'agit de nous, on ne fait jamais de cadeaux. Donc après, ce sera l'appel? L'appel, la cassation, et pourquoi pas la Cour européenne. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. De toute façon, les vitrolets peuvent compter sur moi, je me représenterai sans aucun problème. C'était la question que je préparais, parce que ça, il y a un côté quand même un peu, pardonnez-moi l'expression qui peut vous paraître choquante, mais il y a un côté maso là-dedans, enfin, de se dire, je viens de passer 4 ans de cauchemar, quoi, il faut bien dire, hein, et je vais en reprendre pour autant, parce qu'après tout, voilà, vous aimez ça ou vous êtes obligé de le faire? Je crois que quand on est en résistance, on ne réfléchit pas. Ça s'appelle du masochisme, si vous le voulez, mais je pense que ça s'appelle surtout avoir conscience vraiment qu'en face de nous, il y a des ennemis qui sont en train de détruire une nation. Et ça, il ne faut pas compter ni son temps ni son argent. Il faut se battre. Comment ça se passe à Vitrolles, dans la rue, quand vous êtes en ville? Comment sont les gens? C'est très manichéen. Soit on me saute au cou, soit on me tire la langue. L'un ou l'autre. Et je ne vous demanderai pas de statistiques, mais vous êtes plutôt bien à Vitrolles ou vous vivez difficilement l'ambiance? 52% de Vitrolais ont voté Maigret, et ça se ressent quand on est dans la rue. Et c'est vraiment une personne sur 2. Ça se ressent énormément. Mais c'est une personne sur 2 qui se manifeste gentiment, mais c'est probablement pas quand même une personne sur 2 qui vous tire la langue. C'est des indifférents, des gens qui ou qui le petit mot désagréable, ou qui me bousculent aussi. On aime beaucoup me bousculer quand je marche. Oui, ça c'est... Ça, c'est vraiment... Quel peuple élégant. Ils ne respectent rien. Quel peuple élégant. Et ce sont ces gens-là qui se targuent de démocratie. Oui, bien sûr. J'ai passé 1 mois à me balader en France. Je suis revenu vraiment avec une question dans la tête. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour des gens comme ça?
C'est vraiment, c'est une vraie question. Hein. Je me la pose aussi souvent. Moi, je trouve que... Puisqu'il y a 52% dans votre cas. Oui, ça vaut la peine. Même si c'était ça, c'est démocratique, ça veut dire... Non, mais même si c'était seulement 50. Même s'il y en a seulement 2. Même s'il y en a 43, alors... Mais les autres, non. Les autres, vraiment, j'espère qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Vraiment, j'espère qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Qu'ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils demandent. J'espère qu'ils vont l'avoir. De qui parlez-vous? Je parle de nos ennemis. Qui veulent l'immigration. J'espère qu'ils vont vraiment l'avoir. De toute façon, ce qui va se passer... Mais encore plus que maintenant. Vous savez, les ennemis, ils sont nombreux. Ils ont beaucoup de moyens, mais j'ai remarqué une chose. Tout ce qu'ils entreprennent se retourne contre eux. Parce qu'ils n'ont pas d'abord l'intelligence. Et l'intelligence, quand on n'a pas de moyens, si on a de l'intelligence... Oui, on peut s'en tirer. On peut s'en tirer. Il y a eu d'ailleurs des films sur la question. Je ne sais pas s'il vaut mieux avoir de l'argent ou de l'intelligence ou pas. On remarque que c'est souvent d'ailleurs les gens qui sont intelligents qui ont de l'argent, mais à ce moment-là, ils deviennent souvent bêtes à force d'avoir de l'argent. Oui. Et en politique, on le voit très bien d'ailleurs, parce que les partis riches sont généralement les partis les plus bécassons dans leur comportement. Ils croient qu'il suffit d'acheter des affiches. Exactement. De faire du colère. Il y a même des gens qui n'ont pas de parti mais de l'argent et qui achètent des affiches. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ils finissent d'ailleurs toute la classe. Un candidat récent aux européennes. Toute la classe politique actuellement ne fait plus de politique. Nous sommes les seuls à en faire, avec 0 franc en poche. Donc vous retournez à Vitrolles, toujours déterminé à... Toujours, parce que je suis intimement convaincue que Vitrolles est une vitrine et que je pense que ça va faire beaucoup d'émules. Samedi, vous serez à Paris ? Non, je serai à Vitrolles. Ah, vous restez fidèle au poste dans votre ville. Catherine, je vous remercie. Je sais que vous êtes un peu pressée. Il y a des questions ? Alors, une adhérente, cotisante et magistrat félicite Catherine Maigret de son courage. La robe de bure vous va très bien, nous dit cette auditrice. Qui vous défendait ? Qui me défendait Maître Galvert, Jean-François Galvert, et Maître Delcroix, l'excellent Éric Delcroix. Mais il faut quand même noter que les journalistes sont partis avant leur plaidoirie. Ça ne les intéressait pas. Bien sûr, non mais c'est évident en fait. Cela dit, ce sont des imbéciles parce que entendre Galvert et Delcroix, c'est un plaisir. Et même si on n'est pas d'accord avec eux, la différence entre ces crétins malfaisants et nous, c'est que nous on est capable d'écouter nos ennemis et de dire ce salopard il parle quand même très très bien et c'était bien foutu. Tandis qu'eux, qui sont vraiment des dégénérés, ils ont la chance de pouvoir écouter un Galvert ou un Delcroix et ils s'en vont. Ils s'en vont probablement d'ailleurs pour aller boire une mimonette au bistrot du coin. Mominette plutôt, pas une mimonette. Vous pouvez prendre les deux ensemble. Comment les Vitrolais ont-ils réagi au moment du procès ? Se sont-ils mobilisés ? Il y avait des Vitrolais qui étaient venus me soutenir. Ils n'étaient pas très nombreux parce que c'est vrai que ça tombait... C'était à 8h du matin, on avait bien fait les choses en face, n'est-ce pas ? Et un vendredi, beaucoup de Vitrolais travaillaient et n'ont pas pu... Oui, bien sûr. Mais le cœur y était. Suite à votre affaire, y a-t-il des articles de journaux traitant cette affaire? Si oui, lesquels? Il y en a eu dans toute la presse, mais ça a été très mal traité, puisqu'on a juste eu une vision très panoramique des choses. Voilà, sujet pour le prochain numéro du Chêne. Il faut demander au rédacteur en chef du Chêne de nous faire un compte rendu de cette affaire. Exactement, je crois qu'il va s'en charger sans problème. Que peut-on faire pour vous aider? Demande cet auditeur. Que peut-on faire pour m'aider? Voter Maigret. Voilà. Si on n'est pas vite. Et voter non au référendum. Ça va de pair. Je vous apporte mon soutien, nous dit cet auditeur. Je suis un jeune de démocratie libérale qui est entièrement d'accord avec vous en ce qui concerne la préférence nationale. Nous sommes beaucoup d'autres à démocratie libérale à vous soutenir. Eh bien, rejoins tes camarades. Viens chez nous, il y a du feu. Est-ce que vous espérez garder la mairie aux prochaines municipales? Bien sûr. Que pensez-vous du référendum? Parlez-nous un peu du référendum. Le référendum, j'ai dit ce que j'en pensais sur LCI. Jospin Chirac, au lieu de lancer ce référendum complètement bidon et exaspérant, ferait mieux de faire un référendum sur la préférence nationale, justement, et sur l'immigration, parce que c'est la question qui touche les Français. Et je pense que là, il y aurait 70% de Français qui répondraient positivement pour la préférence nationale et contre l'immigration.
On peut l'espérer. Mais il a peur de consulter le peuple. Et alors une petite lettre, on peut rester fidèle à Jean-Marie Le Pen et admirer votre détermination. Votre courage fait honneur à toute la droite nationale et patriotique. Lorsque nos querelles internes auront cessé, et fasse Dieu que ce soit bientôt, quelle joie ce sera de nous retrouver tous pour combattre notre seul ennemi, la gauche, et tout ce qu'elle représente d'horreur pour notre pays comme pour tout l'Occident. Dieu vous bénisse, un auditeur. C'est bien ça. C'est gentil tout ça. On en voudrait plus. Oh mais les autres ils le pensent, même s'ils l'écrivent pas. Pour le moment... C'est tout. C'est tout. Très bien. Catherine, merci. Merci vous êtes exprimée librement sur Radio Courtoisie. Je le signale parce qu'on me demande d'identifier le livre-journal de Serge de Beckett. Vous voyez, je fais ça bien maintenant. C'est très bien. Et je vous remercie pour votre invitation. À bientôt. Merci. Alors, un petit point d'actualité. J'ai parlé de notre entretien à venir avec Bernard Jacquelin sur les Gaulois. Je signale qu'après Bernard Jacquelin, je recevrai Pierre-Marie, qui est le professeur de piano qui vous apprend à jouer du piano en deux temps et 3 mouvements. Et on a fait une petite expérience, vous verrez, je pense que c'est amusant. C'est pas le cirque plein d'air. Bon. En ce qui concerne l'actualité, je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'actualité, elle porte sur naturellement le référendum et la situation, non pas de guerre civile, parce que la guerre civile, ça suppose que ce sont des frères qui s'affrontent les uns aux autres, des hommes de même nationalité, de même origine, et là, c'est pas du tout le cas. On voit bien que ce qui se passe, ça n'est pas une guerre civile, c'est une guérilla urbaine qui est entreprise par un occupant contre les habitants naturels du territoire, et ça commence à prendre des proportions telles que même la coalition des menteurs et des silencieux, c'est-à-dire des journaux et des hommes politiques, ne peut pas étouffer cette chose-là. Et je crois qu'il faut vraiment se tenir prêt. On nous a fait grief, moi on m'a fait grief pendant longtemps d'avoir annoncé que ça allait arriver. Et comme si en annonçant les choses, enfin c'est la vieille affaire de Cassandre, comme si en annonçant les choses, on les faisait venir. Eh bien, c'est peut-être le cas, je ne sais pas. En tout cas, c'est en train de se produire. Cette nuit, on a tiré à balles sur des policiers. Vous pouvez être tranquille, ça recommencera et ça ne fera que croître et embellir. Et il faudra, à ce moment-là, savoir qui sont les responsables de ça. Et je voudrais vous donner une petite information, c'est que cette situation était annoncée depuis déjà plusieurs semaines par les renseignements généraux. Et il semblerait que ce soit un motif pas du tout étranger à la brutale démission de Chevènement. Chevènement a pris prétexte de l'affaire Corse pour foutre le camp du gouvernement. D'après certains milieux bien informés, il semblerait qu'en fait il se soit rendu compte que le poste de ministre de l'Intérieur était le poste politiquement le plus exposé pour les mois à venir, parce qu'il va avoir à prendre des décisions, le ministre de l'Intérieur va avoir à prendre des décisions terribles, c'est-à-dire soit réduire l'émeute, et à ce moment-là il y aura forcément des morts, soit laisser l'émeute grossir, et à ce moment-là il y aura aussi des morts, et par conséquent un Chevènement qui est imprudent a préféré s'esbigner et laisser la place à un Vaillant qui est, je dirais pas ce que c'est, mais enfin je vous laisse deviner, c'est pas un mot très long. Et en plus, Vaillant, c'est l'exécuteur des hautes et basses œuvres de Jospin. Il fera donc exactement ce que Jospin lui dira de faire. Et la grande curiosité dans les semaines à venir, ça va être de savoir ce que Jospin va lui dire de faire. Parce que visiblement, on a bien compris que Jospin n'a pas le moindre ressort politique quand il est sorti du discours prédigéré et convenu. Il n'a ni idée politique, ni courage politique, ni initiative politique. On l'a vu à l'occasion, par exemple, de l'affaire des carburants, où après avoir tout largué, après avoir dit qu'il ne céderait pas, il a tout cédé, et après avoir tout cédé, il est revenu pour dire qu'il n'avait rien cédé. C'est à la fois un menteur et un lâche, ce qui n'est pas étonnant, c'est pratiquement connaturel à son état de socialiste. Maintenant, quant à Chirac, alors je voudrais revenir à ça, quant à Chirac, on peut vraiment se demander jusqu'où cet homme-là abaissera la fonction qu'il occupe.
On a vu là encore à l'occasion de l'affaire des otages qu'il a été absolument incapable de gérer cette situation autrement que par des gesticulations, et qu'il s'est ridiculisé totalement en se faisant moucher par le président philippin, qui a osé, qui était fondé d'ailleurs à lui dire d'aller s'occuper de ses oignons. Et il a dit une chose qui me paraît extrêmement grave, Chirac, à cette occasion-là. Il a dit que la priorité absolue était de sauver les otages. Alors, si on fait fonctionner un peu son cerveau, on se dit que un homme qui est président de la République française, qui est donc détenteur du feu nucléaire, et qui est censé appliquer la doctrine de la dissuasion, c'est-à-dire d'accepter l'éventualité du feu nucléaire pour se défendre contre une agression. Comment peut-on croire une seule seconde que cet homme-là agira comme le prévoit la stratégie de la dissuasion nucléaire, alors qu'il est incapable de prendre une décision qui mettrait éventuellement en danger la vie de quelques touristes aventureux. Je voudrais à ce propos souligner que les otages français, c'est pas des gens qui étaient là-bas envoyés par leurs employeurs ou envoyés par le gouvernement français pour servir à la nation. Ce sont des gens qui, par snobisme imbécile et par goût de l'exotisme, ont préféré aller faire de la nage sous-marine dans un pays dont tout le monde sait qu'il n'est pas fréquentable, plutôt que d'aller dépenser leur fric sur les côtes bretonnes où on avait besoin de cet argent. On peut les excuser, étant donné que le président de la République lui-même, chose incroyable, impardonnable, d'une sottise invraisemblable, est allé dépenser des millions, en liquide d'ailleurs, je le précise, on se demande d'où vient ce fric, est allé dépenser des millions à l'île Maurice, l'année même où la marée noire a sinistré les côtes françaises de Bretagne. Donc on est dans un système qui est totalement aberrant. Et on comprend d'ailleurs que Chirac, touriste imbécile, ait une espèce de sympathie pour d'autres touristes imbéciles et soit prêt à brader le prestige de la France pour sauver ces trois personnes qui n'avaient strictement rien à foutre là-bas et dont la présence là-bas ne pouvait en aucun cas engager le prestige de la France. Donc cette histoire est une histoire totalement scandaleuse qui déconsidère notre pays, qui ridiculise une fois de plus Chirac. Je dois dire qu'après l'affaire de l'île Maurice, après l'affaire de l'Autriche où il a essuyé un camouflet, cet homme devient véritablement un pantin encombrant et il est plus que temps que ça s'arrête, parce que je ne sais pas jusqu'où il nous emmènera dans le délire, dans la nullité et dans la sottise infernale littéralement. Ça m'amène d'ailleurs à vous dire que dans le prochain numéro du Libre Journal, je publie une information, une révélation, je crois, sur l'affaire des otages de Jolo. Je ne crois pas, je suis sûr que c'est une révélation, puisque je ne l'ai lu nulle part, et qui ajoute encore au caractère profondément révoltant de cette mascarade. Dieu merci que c'est bien terminé, elle s'est bien terminée, puisque les deux derniers otages, qui eux étaient des journalistes qui avaient été non pas enlevés, mais retenus alors qu'ils s'étaient rendus volontairement sur place, les deux derniers otages ont été sauvés. Alors là, on voit d'ailleurs le mécanisme de la désinformation médiatique, puisque j'écoutais ce matin les radios qui nous disaient, contrairement à ce que disent les Philippins, ce n'est pas l'armée qui a libéré les otages, c'est eux-mêmes qui se sont enfuis. Et après, on donnait la parole à l'un des deux photographes, enfin à l'un des deux reporters, qui disait qu'ils s'étaient enfuis à la faveur de la débandade totalement paniquée des pirates, qui les ont littéralement abandonnés en cours de route parce qu'ils étaient affolés par la traque à laquelle les soumettait l'armée philippine. Donc c'est bel et bien grâce à l'intervention de l'armée que ces otages ont pu s'enfuir, et il faut vraiment que la mesquinerie de ces petits journalistes ringards, de ces minables des radios et des télévisions, pour prétendre que, contrairement à ce que dit le président philippin, ça n'est pas grâce à l'armée philippine que les otages ont été libérés, mais qu'ils se sont libérés tout seuls. On est vraiment, il y a un côté à la fois mesquin, sordide, bas,
petits, ringards dans la façon dont la France est informée, dans la façon dont la France est gouvernée, dans la façon dont la France est dirigée, ou n'est pas dirigée d'ailleurs, qui devient littéralement insupportable. Et ça m'amène donc à vous parler du référendum, et c'est à dessein que j'ai attendu pour le faire que Catherine Maigret soit partie, parce que je voulais pas la mettre dans les difficultés. Je partage absolument pas l'analyse, je l'ai dit, de Bruno Maigret, pas plus que celle de Le Pen en ce qui concerne ce référendum, et je considère que l'appel à voter non, c'est rentrer dans un système dans lequel nous ne devons pas rentrer. Pourquoi ne pas rentrer dans ce système? Parce que vous avez très bien compris que, enfin, ceux qui lisent les journaux, ceux qui lisent les déclarations des hommes politiques ne peuvent pas ne pas comprendre que la victoire du oui étant acquise, la question ne porte plus sur la fin du référendum, c'est-à-dire sur le résultat du référendum, la question porte sur la capacité mobilisatrice de la classe politique d'aujourd'hui. C'est pourquoi, en votant, en s'abstenant ou en votant nul, on dira aux hommes politiques, vous ne représentez plus rien, nous ne voulons plus avoir de commerce avec vous. C'est donc une stratégie de résistance et c'est une stratégie de rupture. Le mot rupture a été employé pour la première fois par Chabanis le 5 mai 2000. Ça résume parfaitement cette attitude qui consiste à dire, quelle que soit la question que vous posez, étant donné que vous choisissez des questions qui ne nous permettent pas d'exposer nos véritables volontés, vous trafiquez la démocratie, vous êtes des menteurs et des tricheurs, et nous ne jouons plus avec vous. Alors eux se rendant compte de ça, se disent que à ce moment-là, le problème n'est plus de savoir si les Français vont voter oui ou non. Tout ça, ils s'en foutent parce qu'ils sont certains que de toute façon une majorité va voter oui, la majorité habituelle des bénis oui, augmentée d'ailleurs de ceux qui ne réfléchissent pas ou qui réfléchissent comme des coucous ou plutôt comme des miroirs. Le problème, c'est de montrer qu'il y a encore des gens qui sont capables de se déranger parce que les hommes politiques sifflent dans leurs doigts. Et d'ailleurs, on voit très bien que les déclarations de Chirac, de Pasqua et même de Le Pen vont tout à fait dans ce sens-là. Quand Chirac dit, d'abord, il dit votez oui, votez non, au demeurant ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est que vous votiez parce que quelle que soit votre décision elle sera bonne, c'est déjà tout à fait incroyable. Mais quand il ajoute ensuite que, quand il dit si les Français ne votent pas, on mettra longtemps avant d'avoir un nouveau référendum, c'est une menace. Ça veut dire qu'il utilise, il se comporte avec les Français comme les parents se comportent avec leurs enfants à table. Si tu finis pas ton fromage, tu n'auras pas de crème au chocolat. Et puis une fois que le gosse a bouffé son fromage, on dit ce soir il n'y a pas de crème au chocolat, tu vois. Parce que c'est ça. En fait, il nous dit si vous ne votez pas pour ou contre le quinquennat, vous n'en serez jamais plus appelés à voter pour ou contre l'immigration, pour ou contre la peine de mort, pour ou contre les sujets qui vous intéressent. Mais il faut savoir qu'on ne sera jamais appelé à voter là-dessus par ces truqueurs et par ces menteurs. Quand Pasqua dit, fait semblant de ne pas être d'accord avec Chirac et développe un discours prétendument anti-chiracien, et qu'ensuite il dit si vous n'allez pas voter, ensuite taisez-vous et fermez-la car le jour où on vous a donné la parole vous ne l'avez pas prise, c'est la même chose. J'ajouterais que c'est tout à fait incroyable ce propos. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le jour où on vous a donné la parole, vous ne l'avez pas prise. Mais qui donne la parole à qui? Dans une démocratie, c'est le peuple qui dirige, le peuple il prend la parole quand il veut. Monsieur Pasqua il n'est pas titulaire des autorisations de prendre la parole, Monsieur Chirac non plus. Qu'est-ce que c'est que ce sens de la démocratie où c'est une poignée de prébendiers, de corrompus, de voyous, d'énarques abrutis qui décident du jour où les Français doivent ou ne doivent pas parler? Et qui les menace de ne plus leur donner la parole s'ils choisissent de ne pas parler quand ils n'ont pas envie de parler. Qu'est-ce que c'est que ce système? Mais pour qui se prennent ces gens? Et pour qui nous prennent-ils à la fin? Et pourquoi est-ce qu'on obéirait à des gens comme ça? Pourquoi est-ce qu'on obtempérerait aux gendarmes Pasqua qui nous dit demain il faudra voter, ou au poulet Chirac qui nous dit si vous ne votez pas demain vous ne voterez plus jamais? Et quand Le Pen nous dit c'est encore une chance, c'est peut-être la dernière d'utiliser le bulletin de vote qui nous reste, mais c'est une argumentation qui n'est pas recevable parce que le bulletin de vote aujourd'hui on nous permet de nous en servir. Pourquoi faire? Pour faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, vous avez le droit de voter, mais vous avez le droit de voter, comme dit Pasqua, quand on veut, et si on ne veut pas que vous votiez, vous ne voterez pas. Comment peut-on accepter ça? Donc il faut leur dire, allez vous faire foutre.
On ne votera pas. Et si on vote, on votera merde. On vous dit ni oui ni non, on vous dit merde. Et si on n'a pas envie de se déranger pour dire merde, eh ben on reste chez soi. Et à la fin, le seul résultat qui comptera, ce sera le résultat des votes blancs nuls. C'est évident, parce qu'à ce moment-là, on dira, quel que soit le résultat, vous savez bien ce que sera le résultat. Il y aura parmi les gens qui votent 80% des gens qui voteront oui. Et ceux qui voteront non seront réduits à rien. Ça sera 20 ou 30% des électeurs. Forcément, puisque vous leur demandez pas de voter oui. Mais non, mais évidemment, je ne veux pas dire ni oui ni non. Tu parles. J'ajouterai une chose. Qu'est-ce qui fait le point commun entre Chirac, enfin, dans le camp des non, par exemple. Vous observez le camp des non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pasqua, il y a Léotard, il y a Le Pen et il y a Maigret. Enfin, ça n'a aucun sens, et Villiers. Ça n'a aucun sens, cette coalition. Qu'est-ce que ces gens-là ont à voir ensemble? Rien du tout. Il y a des politiciens de bas... Attendez, c'est un autre problème. Il y a des politiciens de bas étage, des politiciens ringards, et il y a des hommes de valeur qui ont été des combattants nationalistes et fervents pendant des années. Qu'est-ce qu'on a à se commettre? Qu'est-ce qu'ils ont à se commettre avec des Pasqua et avec des Léotards? Enfin, ça n'a pas de sens, tout ça. Comment peut-on rentrer dans une combinaison pareille? La seule attitude raisonnable, c'est de dire allez vous faire foutre, je vote chez moi ou je vote merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, moi je vous donne mon opinion, chacun fait ce qu'il veut, y compris cet auditeur qui nous dit je suis sympathisant au Front National et j'irai voter oui au quinquennat, non pas pour faire plaisir à Jospin et Chirac, mais moi je me souviens de 14 ans de mitterrandisme, alors moi on les aura. Mais monsieur, excusez-moi, enfin qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas... Madame, plutôt, c'est une dame. Ça n'a pas de sens, parce que vous allez voter pour 4 ans, vous allez élire un président pour 4 ans, mais donc ça veut dire que tous les 28 ans, au lieu de voter 4 fois pendant 28 ans, vous allez voter 7 fois, mais la durée totale de la présence de ces incapables au pouvoir, ça sera toujours la même chose, que vous ayez deux quinquennats je veux dire 3 quinquennats de Chirac ou 2 septennats de Mitterrand, c'est très exactement la même chose, la calamité est la même, elle est même un peu plus longue dans le cas du quinquennat. Enfin, c'est pas un argument. Il n'y a pas d'argument en faveur du quinquennat, déjà pour commencer, et il n'y a même pas de quinquennat, d'argument en défaveur, parce que c'est un sujet dont on se contrefout. Ça n'a aucun intérêt d'en parler. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous savez ce qui va se passer si quand Chirac aura son oui, il va démissionner immédiatement et organiser des présidentielles dans la foulée pour prendre à contre-pied ses adversaires, les gens qui n'auront pas eu le temps, par exemple, d'obtenir les 500 signatures, comme Le Pen, par exemple, ou comme Maigret, et il se retrouvera face à Jospin, qui lui s'arrangera bien entendu, et puis à ce moment-là, ça recommencera le cinéma. Ceux qui veulent, c'est poursuivre sans arrêt la cohabitation qui les arrange et qui leur permet de faire passer toutes les magouilles, toutes les combines sur le dos de l'autre. Vous savez, si les affaires n'éclatent pas plus en France, c'est tout simplement parce qu'ils se tiennent par la barbichette. Et s'ils se tiennent par la barbichette, c'est tout simplement parce que la cohabitation les met en position de se nuire les uns aux autres, et que c'est la politique donc de la dissuasion nucléaire des affaires qui durent. C'est à ça qu'il faut mettre un terme, et voilà, tout ça fait que moi personnellement je vous dis ce que je ferai, maintenant chacun fera ce qu'il veut, mais moi dimanche je voterai oui aux États généraux pour l'immigration, enfin sur l'immigration et l'intégration. Voilà, ça, vous écrivez ça sur votre bulletin de vote, ou vous mettez un bulletin de vote de cette nature dans l'enveloppe, et comme je le rappelle, la note est l'indication est portée sur le cahier de scrutin des mentions qui sont ajoutées au bulletin de vote, au moins on saura que vous l'avez fait. Je signale d'autre part que si un minimum comme on dit maintenant n'est pas réalisé par le nombre des électeurs, c'est-à-dire si l'abstention est trop forte, d'ores et déjà une plainte est prête, une requête auprès du Conseil constitutionnel est prête, parce qu'il y a quelque chose qui est aberrant dans ce système que personne ne vous a dit. C'est que si le Congrès avait été réuni par Chirac pour décider de la réforme constitutionnelle, il fallait la majorité des 2/3
pour obtenir cette réforme constitutionnelle. Par le système du référendum, il suffit de 1% du peuple français pour faire basculer la Constitution. C'est-à-dire qu'en imaginant qu'il y ait 99% d'abstention et qu'il y ait 1% de votants et que sur ce 1% de votants, il y ait 0,6% qui votent oui et 0,4% qui votent non, eh bien la réforme constitutionnelle est adoptée. Donc là, on est en face d'une incohérence, d'une aberration constitutionnelle. Ça ne tient pas debout. Et par conséquent, il y aura une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire prendre en considération cette différence qui fait que quand le peuple s'exprime, c'est différent, la procédure est différente de ce qu'elle est quand ce sont les représentants du peuple qui s'expriment. Ça ne tient pas debout. Voilà, j'ai dit. Alors, les auditeurs, ils disent... Fille de Russes immigrés, entièrement d'accord avec vous. Ce qui peut sauver la France, c'est la fleur de lys et la croix de Saint-André. Je connais cette dame et je la salue. Monsieur de Bécatch, si vous aviez assisté à un dépouillement dans votre vote, vous sauriez que les blancs et nuls ainsi que les abstentions ne sont pas réellement pas comptabilisés. Si vous ne votez pas non, le oui passera. Non, mais le oui passera de toute façon. Ne rêvez pas. Peut-être êtes-vous pour le oui. Non, je m'en fous d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Attendez, laissez-moi finir. Ah, pardon. Non, j'ai quelque chose. Ça n'est pas vrai ce que vous dites. Vous faites une confusion. C'est vrai qu'il n'y a pas de comptabilisation différenciée entre les blancs, les nuls, mais il y a simplement le fait que quand un bulletin de vote porte une mention particulière, c'est acté sur le cahier de scrutin. J'ai été suffisamment envoyé comme comment on appelait ça à l'époque, contrôleur de scrutin. Je sais pas, quand le Front nous demandait d'aller dans les bureaux de vote pour surveiller. C'est pas contrôleur, c'est un autre. Oui, scrutateur. J'ai été suffisamment de fois scrutateur et ma adorable femme aussi pour vous dire que c'est comme ça que ça se passe. Et que si ça se passe pas comme ça, et les médias il y avait des engueulades. Les médias répercuteront pas de toute façon. Un monsieur nous dit, il ne faut pas déserter, il faut aller voter non, comme l'a dit Catherine Maigret. Ah là là, si c'est maintenant les femmes qui ont quelque chose dans le pantalon. Alors, un autre monsieur nous dit, si on est contre le gouvernement, il faut voter non. Si vous votez nul, ça compte nul. Mais pour un gouvernement nul, il faut voter nul, c'est tout. Ça me paraît clair. C'est dans le système de nullité générale, il faut être au diapason. Je suis pour le non clair et massif aux deux. Aux deux quoi? Enfin, comment compte-t-on les voix pour le référendum, puisque d'habitude les votes blancs ne sont pas pris en compte? Voilà, c'est toujours ce qu'ils vous disent. Alors, en s'abstenant, le oui l'emportera, donc il faut voter non. Je dois dire que les gens qui ont dit oui, vous avez dit, je suis d'accord avec Serge de Bécatch, j'en ai eu 3-4. Mais les autres, ils sont plus. C'est ceux qui ont décroché le téléphone. Non, comment vous l'a dit en d'autres temps, vous sélectionnez Je le dis parce que vous n'avez pas tardé de me dire que j'ai sélectionné les messages. En s'abstenant, le oui l'emportera, donc il faut voter non. Pour le référendum, quand on voit la similitude de l'affiche RPR et celle du PS, on se demande si Jospin n'a pas adhéré au RPR et si Chirac n'a pas adhéré au PS. C'est Villiers qui a eu un bon mot pour une fois de plus. Il a dit, mais c'est le RPS. Ah oui, tout à fait. Voilà. Votez non, c'est le mot de la fin. Votez non, c'est mon avis. C'est leur dire merde. Non, mais il vaut mieux leur dire merde. Moi, je suis toujours partisan de dire les choses clairement. Oui, mais si en votant non, autrement, ça se Non, pas du tout. Et là, on termine par entièrement d'accord avec Serge de Bécatch. Très bien. Oui, vous avez vraiment sélectionné. Hein. Et là, je le cherchais, je savais plus où il était, il n'y en avait qu'un. Autre sujet, non, je ne vois pas. Alors là, je ne sais pas si c'est à vous ou à Catherine Maigret, on dit félicitations pour votre courage ce soir, vous faites honneur à la France. Je crois que c'est Catherine. C'est bien la première fois qu'on me dirait que je fais honneur à quelque chose. Pourquoi, attendez, il y a des questions qui vous arrivent là. Un couvreur, non, c'est pas ça. Militant du MNR, voilà un traître. Je partage totalement vos analyses sur les consignes données vis-à-vis du référendum. C'est un félon au carré, celui-là. Alors. Vous avez oublié Madame Voynet dans l'affaire Erika. Elle était allée se promener au moment de la catastrophe. Donc vous voyez qu'elle y était. Ouais. Non, pas là, elle était allée se promener ailleurs. Bah oui, c'est ça, c'est bien ce que vous avez dit. Que pensez-vous de l'ouverture aux 12 pays de l'Est sans qu'il y ait de référendum?
Mais bon, ça, enfin, c'est un sujet un peu long, mais c'est l'ouverture de l'Europe. L'Europe, c'est de toute façon la première porte qui nous conduira à la mondialisation définitive, c'est-à-dire à l'État mondial. Donc évidemment, dans l'Europe, on va intégrer. On parle déjà d'intégrer la Turquie de plus en plus sérieusement, puis Israël et le Maroc, et puis après, ça sera les pays de l'Est, ça sera les pays africains. Tout le monde va être européen. On aura enfin obtenu ce qu'on rêvait de faire à l'époque de l'Occident chrétien, c'est-à-dire que le monde entier sera européen. Plus exactement, le monde entier sera en Europe. Mais ça, c'est déjà en train de se faire. Et tout à l'heure, vous avez parlé de M. Gobert. Alors, quelqu'un vous demande, dites un peu qui est ce M. Gobert. Tout le monde connaît Gobert, qui est un ancien collaborateur de Pasqua, qui est l'homme qui instrumente depuis des années l'imposture antiraciste, en prétendant que les Français sont racistes, antisémites, qu'il faut les traquer. C'est lui qui a dit qu'il fallait tuer les journaux en les privant tuer les journaux à coups d'amende. Et tout le monde connaît Gobert. Et puis non, ça c'est autre chose. Attendez. De la part d'Alexandre Chabanis. Oui. Ouvrez le banc. C'est le Front de Libération Nationale qui fera cette requête auprès du Conseil constitutionnel. Adresse 34 Grande Rue, 95 550 Bessancourt. Là, ça tombe bien parce qu'il y en avait des auditeurs. Téléphone 01 30 40 03 71. Voilà. Fermez le banc. D'autres questions? On vous demande pourquoi non. Non, c'est pas d'intérêt. Non, c'est pas ça, mais c'est totalement en dehors des sujets que. On vous parle de l'accord Chirac-Kadhafi avec l'affaire du DC-10. Oui, alors il y a quand même une chose à laquelle il faut que je réponde, c'est qu'on me dit à propos du référendum, j'ai vu des affiches concernant quelqu'un dont je ne donne pas le nom, mais ceux qui le connaissent le reconnaîtront, que j'ai déjà entendu également à Radio Courtoisie. J'avoue être troublé. Qui ne semblait pas faire son éloge, notamment concernant dans les affaires concernant la bourse. Alors, là-dessus, je voudrais répondre quelque chose. Il y a 2 ou 3 ans, je crois, on nous a volé notre fichier d'abonnés. Ça nous a provoqué des tas d'ennuis, puisque nos abonnés ne comprenaient pas pourquoi ils recevaient des publications qu'ils n'avaient pas demandées. Le directeur du journal qui faisait ces envois avait volé notre fichier d'abonnés. Il a été pris de la main dans le sac parce qu'il utilisait nos codes, ce qui a permis d'identifier tout de suite la source. Et comme il avait le même imprimeur que moi, ça n'a pas été difficile de comprendre comment il avait fait ce vol. Et quand je lui ai dit que j'allais traîner devant les tribunaux pour vol, et étant donné qu'il avait été déjà condamné à plusieurs reprises et qu'il avait même fait de la prison, il s'est affolé et il m'a envoyé une lettre suppliante d'excuses par laquelle il m'a promis qu'il n'utiliserait plus jamais ce fichier et qu'il me demandait pardon. Et puis donc j'ai cessé la procédure que j'aurais dû continuer, mais je suis un imbécile, tout le monde le sait maintenant. J'ai donc mis un terme à cette procédure, contre l'avis de ma femme d'ailleurs, et le résultat c'est qu'aujourd'hui, cet homme qui entre-temps a tenté de voler Minute, réutilise mon fichier pour envoyer sa propagande pour son journal. Alors, je demande à tous les auditeurs qui sont mes lecteurs et qui recevraient cette propagande de me le faire savoir, parce que cette fois-ci, je vais réellement porter plainte pour vol et je vais envoyer ce voyou en prison. Voilà. Et pour conclure sur la justice, M. Jean-Marc Varro a affirmé sur Radio Courtoisie que la justice française allait de mieux en mieux et qu'elle était de plus en plus impartiale. Qui a dit ça? Jean-Marc Varro. C'est Jean-Marc Varro qui a dit ça. Non, moi j'ai un auditeur. Un auditeur me dit, Monsieur Jean-Marc Varro, moi je ne l'ai pas entendu, je le jure, a affirmé, etc. Vous avez entendu ça à la Grande Loge de France. Oh. C'est tout? Pouvez-vous nous parler, si je vous l'ai déjà dit mais vous ne l'avez pas répondu, pouvez-vous nous parler de l'accord Chirac-Kadhafi pour éviter le procès du DC-10? C'est Védrine qui en sait long là-dessus. Il a même fait une allusion très directe dans l'émission d'El Kabach ce matin, où il a dit il y a 1 an que nous avons entrepris de normaliser les relations avec M. Kadhafi. Il faut savoir que si Kadhafi est intervenu aussi
brillamment dans l'affaire des bandits philippins, c'est qu'il a le contact depuis longtemps avec les 10 bandits philippins, puisque Kadhafi est un des financiers du terrorisme islamiste dans le monde, et il est notamment l'un des financiers, même le financier principal de Abu Sayyaf. Ce que savent très bien les Américains, les services américains, les services français apparemment ne savent plus rien, et par conséquent, il n'y avait absolument aucune surprise à ressentir quand on a découvert que les émissaires kadhafiens, sous couvert d'une prétendue organisation humanitaire, étaient en train de négocier la libération des otages avec Abu Sayyaf. Tout simplement, ce qu'ont fait les kadhafiens, c'est qu'ils ont demandé exceptionnellement à Abu Sayyaf de bien vouloir leur donner quelque chose en contrepartie du fric qu'il lui verse depuis des années pour financer sa guérilla, ou plutôt ses bandes de terroristes et de bandits. Et cette fois-ci, Abu Sayyaf a donné les otages, tout simplement, et Kadhafi a organisé le retour des otages au goutte à goutte pour pouvoir avoir non pas un triomphe, mais 3 ou 4 triomphes de suite, et en tirer tout le bénéfice politique qu'on pouvait espérer, ce qui arrange d'ailleurs énormément l'Élysée et le pouvoir, et ce qui arrange Matignon aussi, parce que ça crédibilise en quelque sorte, sinon ça crédibilise, du moins ça fonde le droit du pouvoir à instaurer des relations normales avec le chef d'un État terroriste qui est Kadhafi. Malheureusement, l'administration américaine a compris tout ça et elle a décidé d'y mettre bon ordre. Elle a envoyé quelques troupes aux Philippines et quelques conseillers militaires, et ils ont foutu la pâtée à Abu Sayyaf, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous invite encore une fois à lire le livre journal qui va sortir là, où il y a des révélations sur un aspect particulièrement révoltant, scandaleux, honteux de cette affaire. Voilà. Et plusieurs messages qui disent « Ah, comme je suis heureuse de retrouver le vrai Serge de Beketch. Ah, dit un autre, enfin une sainte colère. » Oh, elle était... Je ne vous l'ai dit pas toutes. Elle était retenue.